Audience au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin. Prosper Moriti a reçu le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin. Au cœur des échanges, la demande d'une prolongation de la date de clôture du dépôt des dossiers pour l'établissement de la carte de presse et les conclusions des travaux du comité de relecture des textes régissant les matières des médias. Vous suivrez le point dans cette édition. 38e édition de la Journée nationale de l'arbre dans le département de l'Ouémé. La cérémonie officielle s'est déroulée à Semekoudji. C'était en présence des femmes fonctionnaires du Parlement béninois. Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Kenya, baptisé le Madaraka Day en 1963. C'est une journée qui marque la fin de la domination britannique. Les détails dans ce journal. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Speedline TV. Bienvenue à vous. Le Conseil des ministres de ce 1er juin s'est réuni au titre des grandes décisions, l'adoption du décret portant création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information du numérique et de la digitalisation placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère du numérique de la digitalisation. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Mercredi 1er juin 2022, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, adoption de tests d'application dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. 4 décrets y relatifs ont fait l'objet de délibérations du Conseil. Les 2 premiers procèdent à une classification formelle des communes suivant les statuts particuliers, intermédiaires ou ordinaires, puis organisent de façon exhaustive les critères de catégorisation de celles-ci, de même qu'ils prévoient la périodicité décennale pour leur évaluation aux fins d'actualisation. Ainsi, sont classées dans la catégorie commune à statut particulier celles dont la population est d'au moins 200 000 habitants et qui ont mobilisé, sur une période de 3 années consécutives, des ressources propres s'élevant à 1 milliard de francs CFA au minimum. Dans la catégorie des communes à statut intermédiaire, on retrouve celles qui, soit sont chef-lieu de département, soit ont une population d'au moins 100 000 habitants et ont mobilisé de façon consécutive sur les 3 années précédant l'année d'évaluation des ressources propres s'élevant à 500 millions de francs CFA ou ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire du Bénin. Quant aux collectivités territoriales ne remplissant pas ces critères, elles sont classées dans la catégorie des communes à statut ordinaire. En 2, création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Depuis 2016, la mise en œuvre des projets du secteur du numérique relatifs au déploiement du haut et très haut débit, à la dématérialisation, à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, au service universel et à l'extension des réseaux dans les zones rurales, ainsi qu'au développement des usages communautaires, a été organisée autour de 4 agences d'exécution que sont l'Agence du développement du numérique, ADN, l'Agence des services et systèmes d'information, ASI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSI, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, APSUCEP. Les besoins d'optimisation de cette architecture, en lien avec l'opérationnalisation de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN, commande pour plus de rationalité, d'efficacité et de cohérence de l'action publique, de procéder à la fusion des 4 agences d'exécution en une seule. Par conséquent, a été adopté le décret portant création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, placé sous la double tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation,
et du ministère de l'Économie et des Finances. Je l'annonçais en titre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin a reçu ce jeudi 2 juin 2022 à son cabinet le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin. De préoccupations ont fait l'objet de leur échange la demande d'une prolongation de la date de clôture du dépôt des dossiers pour l'établissement de la carte de presse au Bénin et les conclusions des travaux du comité de relecture des tests régissant les matières des médias du Bénin qui suscitent débat dans les corporations. Suivons la délégation du secrétaire général Armel Dossou-Kago au micro de Romaric Dossa et Pierre Akakou. Une prolongation de la date de clôture du dépôt des dossiers pour l'établissement des cartes professionnelles. Je peux dire que le président a cédé quelque peu à notre demande et donc le délai pourrait être prolongé d'ici à là. Il nous a même demandé pour combien de temps on le veut, on l'a dit. Et donc nous sommes allés le voir pour lui dire que c'est inédit à quelques années de l'élection à la RAC qu'il y ait d'engouement autour de l'établissement des cartes professionnelles. C'est la première fois que ça arrive et donc nous lui avons demandé d'essayer de voir, de prolonger le délai. Et donc je pense quand même que ce serait fait. Le deuxième point pour lequel on est allé le voir, vous ne restez pas sans savoir puisque vous êtes du secteur. Dans les médias actuellement il y a quelques problèmes. Nous avons fait une conférence de presse le 24 mai dernier. Nous avons fait une sortie pour dénoncer l'atelier de validation du rapport que le comité que l'AS a mis en place pour la relecture des tests des faits tiers, que ce soit de l'UPMB, du CNPA et de l'ODEM. Alors nous avons dénoncé d'abord le processus et après nous avons dénoncé ce qui s'est passé. Après la forfaiture a continué parce qu'il y a eu un compte rendu totalement faux qui ne présente pas du tout la réalité de cet atelier, puisqu'en atelier, il n'y avait pas eu de l'unanimité, surtout en ce qui concerne la dédiation, le mode de dédiation des représentants à la RAC. Ce que nous redoutons le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse imposer aux professionnels des médias des choix qui ne sont pas les leurs. Et nous refusons cet esclavagisme. On ne va pas faire de l'esclavage intellectuel, nous refusons totalement et nous allons nous battre pour ça. Et je peux vous assurer que l'oiseau qui appelle la pluie n'y échappera point. Nous on est là, on va se battre, on continue toujours de se battre. Mais pour l'instant, nous avons choisi de négocier, de discuter, d'échanger. Nous avons choisi globalement la voie pacifique et c'est justement pour ça que nous sommes allés voir le président de la RAC pour lui exposer le problème et pour lui demander d'intervenir en tant que sage, puisque vous le savez, la RAC c'est l'institution qui regroupe la corporation. Donc le combat que nous menons, c'est le combat de la corporation, ce n'est pas un combat du privé contre le public, parce que ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on veut arracher le droit de chaque professionnel de pouvoir désigner son représentant à la RAC. Et vous savez, ce mode de désignation présente des avantages. L'élection, ça permet de favoriser le jeu démocratique parce que ça permet à tout le monde de participer à l'élection, que vous soyez des fêtiers ou non, vous participez à l'élection. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître que cela nous a permis d'avoir une certaine équité. Équité dans la mesure où vous avez un représentant, toujours un représentant du privé, qui vient souvent de la presse écrite, toujours un représentant du public qui vient de la presse publique, de l'audiovisuel. Et les techniciens qui fait le troisième représentant est partagé entre le privé et le public. Et je parle de fait. Je parle de fait dans la mesure où la mandature dernière, vous avez eu un technicien privé et cette mandature, vous avez eu un technicien du public. Et donc, je crois quand même que le problème est réglé. Si éventuellement nous avons des problèmes au niveau des élections, nous allons travailler à améliorer les élections pour que ce soit encore meilleur que ce que nous faisons. Toujours dans la matinée de ce jeudi, le président de la RAC a reçu à son cabinet le vice-président de l'Association des agences de communication du Bénin, Alexis Nyangeno. Ils se sont entretenus sur la réglementation des tests régissant la publicité au Bénin. Suivant la déclaration de l'invité au terme des échanges. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'autorité, c'est-à-dire le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, parce que nous avions sollicité une audience afin
de lui présenter l'association, ses objectifs et, disons, dans quelle mesure l'association pourrait travailler avec les autorités afin de mettre en place un code de la publicité ou une réglementation de la publicité dans notre pays en général. On a été très surpris de la clairvoyance du président qui a une très bonne vision du secteur, une très bonne vision de sa réglementation et par le passé même, il a eu à travailler déjà sur la procédure de codification en cours. Le président a mis une idée très satisfaisante pour nous et c'est la mise en place d'un cadre de concertation entre l'Association des agents de communication du Bénin et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication afin de mettre en place tous les éléments nécessaires pour impulser une dynamique au processus de codification et de réglementation de la publicité dans notre pays. 38e édition de la Journée nationale de l'arbre dans l'Ouémé, la cérémonie officielle s'est déroulée à Sémékodi. Autorités locales et autres acteurs se sont donné rendez-vous sur le site national de pèlerinage de l'Église du christianisme céleste. Un millier de plans a été mis en terre à travers une initiative pilotée par le réseau des femmes fonctionnaires. 1er juin 2022, Journée nationale de l'arbre au Bénin. Les femmes fonctionnaires de l'Assemblée nationale procèdent au lancement départemental de la campagne de reboisement sur le site national de pèlerinage de l'Église céleste à Sémékodi. L'arbre est donc source de vie et il est tout naturel que la femme qui donne la vie soit en première ligne de ce combat en travaillant activement à la préservation de l'environnement en ces jours mémorables de mise en terre des plants. Surtout dans un contexte marqué par la disparition progressive de certaines espèces à cause du croît démographique et de l'accès inéquitable de certaines populations aux sources. Les femmes fonctionnaires du Parlement béninois inscrivent leur action dans le cadre de la mise en terre des arbres pour le bien-être de l'être humain. En considérant l'intérêt des femmes pour l'environnement ainsi que la problématique de leur accès aux ressources, nous avons le droit, en tant que citoyens béninois et surtout femmes fonctionnaires parlementaires, d'accompagner le gouvernement en promouvant la mise en terre des essences d'arbres autochtones dans nos localités respectives et en fonction des conditions agroécologiques pour l'amélioration du bien-être humain et l'équité sociale. L'après 1er juin est l'une des préoccupations majeures des acteurs de cette initiative dans le département de l'Ouémé. L'Église christianisme céleste rassure. Le comité permanent chargé de l'organisation du pèlerinage et de la gestion du site international SBJ en chauffeur de Séméplage, assisté de tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste, devra avoir un regard particulier sur les plans. Près d'1 millier de plants sont mis en terre sous une surface de 6 hectares. Pour les femmes fonctionnaires de l'Assemblée nationale, l'entretien des plants reste l'étape la plus importante. L'entreprise en charge de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale était en audience ce mercredi 1er juin 2022 au Parlement. De chefs du projet sont allés exposer des difficultés qu'ils disent rencontrer dans l'exécution des travaux. Suivez le point ici. Le 1er avril 2021, les autorités béninoises au plus haut niveau confiaient à l'entreprise chinoise CSEC la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Elle devra exécuter les travaux dans un délai de 28 mois. 14 mois après, l'entreprise dit rencontrer des difficultés qu'elle est venue exposer au président de l'Assemblée nationale. Pour l'écouter, Louis Gbérou Nouvlavonou s'est fait entourer de plusieurs membres du bureau.
Nous sommes contents du temps qui nous a été accordé et de l'écoute. Et nous espérons vraiment qu'après cette réunion, il y aura un avancement qui va se faire sentir sur l'exécution du projet. Nous avons bien avancé surtout au niveau des études. En termes d'exécution, il y a eu des ralentissements liés à certaines, on va dire, modifications ou événements qui ont eu lieu sur le projet. Mais néanmoins, tout cela a déjà été pris en compte. Et nous sommes très très optimistes sur la suite et la réalisation de ce projet avec la qualité requise. Actuellement, nous sommes en cours de négociation avec le maître d'ouvrage pour justement définir la date de délai officielle qui pourra être annoncée. En attendant, l'entreprise retourne au travail sur le chantier. Et nous restons toujours à l'Assemblée nationale où les députés ont voté la loi organique sur la Cour des comptes et la loi sur le statut des magistrats de la Cour des comptes en République du Bénin. Après les différents amendements apportés au texte en étude, les élus du peuple les ont adoptés. C'était ce mardi 31 mai 2022 au Palais des gouvernements à Porto Novo. Moisson est dense. À l'issue de la séance plénière de ce 31 mai 2022, l'adoption de 2 textes de loi par les députés de la 8e législature. Il s'agit de la loi 2022-05 portant loi organique sur la Cour des comptes et de la loi 2022-06 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Qui sont ceux qui sont pour? Merci bien, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendant plus d'une demi-douzaine d'horloges, les élus du peuple ont étudié ces différents textes, article par article, à travers des débats de diverses natures. Il y a l'expérience professionnelle qui est évoquée par rapport à certaines nominations, le président, et il y a la notion de pratique professionnelle qui vient comme une notion nouvelle. Je me dis, si le gouvernement peut nous aider à clarifier cette notion de pratique professionnelle, son contenu. C'était une chambre qui existait à la Cour suprême. Cette chambre s'en va, érigée en haute institution, mais il y avait du personnel qui travaillait pour le compte de cette chambre. Tout le personnel nécessaire qui était dévolu à cette chambre, ce personnel a été sauvegardé. Face aux préoccupations des députés, le gouvernement représenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a apporté des éléments de précision. On considère que s'il y a 20 personnes, alors qu'il y a 10 postes à pouvoir, les 20 personnes ont les mêmes aptitudes, dès lors qu'elles figurent sur la même liste. Donc, il ne sera pas imposé à l'autorité de nomination de choisir parmi l'ordre de classement, à savoir que l'un est premier, l'autre est deuxième, l'autre est quatrième, et que donc pour pouvoir au poste, il faut choisir dans l'ordre de classement. L'attitude est laissée à l'autorité donc de choisir, mais uniquement sur cette liste d'aptitudes. L'infirmier qui est à côté du médecin, par la routine, c'est à peu près ce que le médecin fait. Et s'il est laissé seul, il peut poser le diagnostic et réussir à le poser bien et le faire. Mais c'est à la fois hasardeux et dangereux de penser que parce qu'il est resté auprès du médecin, il sait exactement poser un diagnostic et de dire que son expérience, lorsque il finira par faire la thèse en médecine pour devenir docteur, de dire que mais il était médecin depuis un tel nombre d'années. Je dis c'est hasardeux et dangereux. Après les différents amendements apportés au texte en étude, les élus du peuple les ont adoptés l'un après l'autre à l'unanimité des députés présents et représentés. Chaque année, les parents sont à l'honneur le 1er juin. L'Organisation mondiale de la santé a proclamé le 1er juin Journée mondiale des parents pour rendre hommage à tous les parents du monde entier. Cette journée mondiale est un moyen de rendre hommage aux efforts, sacrifices, dévouement des parents du monde entier. Mais quels sont les rôles des parents? Parviennent-ils à les jouer comme cela se doit? Élément de réponse dans cet élément que je vous invite à suivre.
La Journée mondiale des parents est une célébration des Nations Unies célébrée le 1er juin de chaque année pour honorer les parents, leur engagement vers les enfants du monde entier et leur sacrifice perpétuel pour nourrir cette relation. Plusieurs personnes ont l'occasion d'apprécier les parents et les figures parentales pour le rôle vital qu'ils jouent dans le développement des familles. Les rôles d'un parent dans la vie d'un enfant sont nombreux et très importants. Le devenir ou bien l'avenir de l'enfant dépend partiellement de ses parents, dépend partiellement aussi du regard de l'assistant de ses parents. Les parents ont un rôle capital à assumer, ils ont un rôle capital à assumer dans le développement de leur enfant. Et parmi ces rôles, il y a l'éducation qui est en premier lieu, la vie nourricière de l'enfant, ses besoins quotidiens. Le parent doit assurer tout ça et avoir un temps pour l'enfant. Ça là, c'est très important. Beaucoup de parents font aujourd'hui la confusion entre les moyens et l'éducation d'un enfant. En tant que parent, envers son enfant, vous devez assurer l'éducation, la santé et la protection des enfants. Je pense que tout bon parent a le devoir et l'obligation de s'occuper correctement de ses enfants, que ce soit du point de vue sanitaire, et le vestimentaire, et le manger et les petits soins, ce qui est normal. Et les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc une fois que vous décidez de faire des enfants d'abord, il faut avoir les moyens. Et il ne faut pas seulement faire des enfants pour faire des enfants. Et il faut compter sur ses propres moyens d'abord avant de s'engager dans ce domaine-là. Et donc quand l'enfant vient au monde, il faut le couvrir de tous les soins possibles. Cependant, tous les parents n'arrivent pas à jouer leur rôle comme cela se doit. Ils sont la plupart du temps confrontés à certaines difficultés. Et vous savez, avec le temps qui court et notre société, l'éducation qu'on a reçue de la société, tout et tout, et avec les obligations aussi parentales pour aller au boulot, chercher de l'argent et autres, parce qu'il y a maman qui travaille, il y a papa aussi qui travaille, et donc les enfants sont souvent délaissés, et ils sont laissés à la bonne ou ils sont laissés pour eux-mêmes. Donc je ne veux pas dire que tous les parents jouent exactement leur rôle, et ils le font tant qu'ils le peuvent, mais il y aura toujours des insuffisances. Mais est-ce qu'aujourd'hui, réellement, en tant que parents, est-ce que nous jouons réellement notre rôle? À vrai dire, on fait semblant de le faire, on le fait, mais pas comment cela se doit réellement. Beaucoup ont bien le désir de faire de très bonnes choses à leurs enfants, mais faute de moyens, à cause des difficultés actuelles de la vie, ils n'y parviennent pas. D'autres sont démissionnaires de façon ignorante. Ils sont démissionnaires contre leur désir. Aujourd'hui, les enfants, ils sont dans l'oisiveté, ils se livrent à l'anaque et consorts. Mais voilà que les parents n'ont pas du tout les moyens. C'est cet enfant qui leur vient peut-être en secours. Ils sont obligés d'accepter. En ce moment, ils sont démissionnaires. Cette célébration reconnaît que les parents sont essentiels à la protection et au développement positif de leurs enfants. L'ONU a également noté que les parents de toutes les races, religions, cultures et nationalités dans toutes les parties du monde étaient les principaux dispensateurs de soins et les enseignants de leurs enfants. Hors du cadre national à présent, manifestation d'une centaine de personnes mercredi 1er juin 2022 devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Cette manifestation avait pour but de protester contre le soutien présumé de Kigali aux rebelles de M23 actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a exhorté toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue. Des centaines de personnes ont manifesté mercredi devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour protester contre le soutien présumé de Kigali aux rebelles du M23 actifs dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais a réitéré mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU
ces accusations. Cette manifestation voudrait exprimer l'indignation et la colère de la population congolaise face à cette attitude on ne peut plus belliqueuse de notre voisin le Rwanda et qui n'est pas curieusement à son premier forfait. Ce matin, nous étions ici, aujourd'hui encore le soir. On est encore là demain jusqu'à ce que nous voulons que notre président prenne un peu de comment je peux dire, prendre un peu de mesures par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Le Rwanda a mis en avant son droit de répondre aux attaques de la RDC. Mardi, le gouvernement congolais a transmis une lettre de protestation à l'ambassadeur rwandais en RDC. Les manifestants ont demandé son expulsion. Nous sommes venus nombreux ici à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour venir demander au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur Bessa Karega qui symbolise la présence rwandaise au Congo. Parce qu'il est inconcevable que l'ambassadeur d'un pays agresseur, tel que l'a désigné le gouvernement, soit encore à poste à Kinshasa. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame les 28 et 29 mai dernier pour tenter de trouver une issue à la crise. L'Angolais Joao Lourenço joue aussi sa partition. Et je l'annonçais également en titre, le Kenya a célébré le 1er juin le 59e anniversaire de son indépendance, une journée qui marque la fin de la domination britannique. Elle a été baptisée le Madaraka Day en 1963. À cette occasion, le président a donné un discours de plus de 2 heures sans interruption. Le Kenya a célébré le 1er juin le 59e anniversaire de son indépendance. Baptisée le Madaraka Day, cette journée marque la fin de la domination britannique en 1963. À cette occasion, le président Uhuru Kenyatta a donné un discours de plus de 2 heures sans interruption devant des milliers de Kenyans rassemblés pour assister au programme de la fête nationale. C'est en ce jour de juin 1963 que les pères fondateurs de notre nation ont remplacé le gouvernement colonial sortant et formé le premier gouvernement indigène du Kenya. Si le protocole de la fête nationale prévoit habituellement un temps de parole pour le vice-président, le silence de William Ruto cette année a été remarqué et contesté par une partie des Kenyans. Ces prochaines élections générales, le 9 août 2022, c'est choisir la paix et la stabilité plutôt que la peur, l'espoir plutôt que la haine et le progrès plutôt que la régression. C'est la dernière fois que Uhuru Kenyatta s'exprimait en tant que président lors de la fête nationale kenyane. Il a accordé son soutien au prochain scrutin à son ancien rival Raila Odinga. Et après 30 ans d'exception et en pleine guerre en Ukraine, le Danemark s'inscrit dans la défense européenne. Les Danois votent à presque 110% pour la fin de l'opt-out, une exception qui leur permettait de ne pas s'engager dans les missions militaires de l'UE. La guerre en Ukraine oblige les Européens, y compris donc le Danemark, à repenser à leur défense. Presque 67% des Danois ont dit oui à l'adhésion à la politique de défense commune de l'UE après 3 décennies durant lesquelles ils avaient choisi de s'en passer. La guerre en Ukraine oblige les Européens, y compris donc le Danemark, à repenser leur défense. Un des exemples est la demande historique d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède voisine. Ce soir, le Danemark a envoyé un signal très important à nos alliés en Europe et à l'OTAN et à Poutine. Nous montrons que lorsque Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité de l'Europe, nous nous serrons les coudes. Les électeurs danois ont donc voté pour abolir ce que l'on appelle l'opt-out, une exception concédée à Copenhague pour permettre l'adoption à l'époque du traité de Maastricht. La chef de l'UE, Ursula von der Leyen, a salué le résultat en déclarant dans un tweet que la décision du Danemark était un message fort d'engagement envers notre sécurité commune. Le Danemark et l'Union européenne en bénéficieront. En raison de l'opt-out du Danemark, Copenhague ne participe pas depuis 1993 à la politique étrangère de l'UE en matière de défense et ne fournit pas de troupes. Cette situation va désormais changer. Ainsi donc se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook.